Je suis sage-femme d'État, juriste publiciste, présidente du réseau des soignants Amis des patients, activiste des droits humains en milieu sanitaire, lanceuse d'alerte sur les normes historiques nuisibles pour la santé et sur les violences obstétricales en Afrique. Et parlant des pays dans lesquels on peut retrouver ça, ou des pays dans lesquels le réseau accompagne des cadres du ministère de la Santé ou des professionnels de santé ou des sages-femmes, nous pouvons déjà citer le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, la RDC. Ça fait 10 pays au total. Et parlant des domaines d'intervention du RSAP, nous vous dirons que le RSAP intervient beaucoup plus en milieu sanitaire, mais aussi en milieu communautaire. Nous intervenons dans les deux milieux. Pourquoi? Parce que nous voudrions régler des problèmes qui concernent les soignants, mais aussi les individus, familles et communautés. Et quels sont ces problèmes qui nous tiennent à cœur? C'est surtout la récurrence des violences faites aux patients en milieu sanitaire et plus précisément les violences obstétricales, la persistance des normes historiques nuisibles pour la santé. Donc notre réseau s'est donné pour intervention fondamentale l'élimination des violences faites aux patients, la prévention des violences faites aux patients, mais en passant beaucoup plus par la sensibilisation, le renforcement de capacités, les plaidoyers au niveau des décideurs comme au niveau des soignants et même dans la communauté, et passer aussi par le quatrième pouvoir qui est représenté par les médias, notamment collaborer avec les journalistes, faire beaucoup d'émissions tant sur les télévisions nationales comme privées, mais aussi sur les radios, et collaborer aussi avec les journalistes pour qu'on puisse faire des articles dans le domaine des presses écrites afin d'atteindre beaucoup plus de population. Au niveau des IFC, c'est-à-dire des individus, familles et communautés, la stratégie que nous avons mise en place et qui nous facilite la tâche, ce sont les classes communautaires. Et parlant de classes communautaires, nous faisons les classes des gestantes, les classes des accouchés, les classes des conjoints, les classes des ados jeunes, les classes parents-enfants et les classes des conjoints, les classes des époux. Et toutes ces classes sont organisées en milieu communautaire aussi, pour pouvoir mieux expliquer les interventions aux individus, familles et communautés. Parce que vous savez très bien que au niveau de l'hôpital ou des formations sanitaires, nous sommes beaucoup décriés, surtout nous les sages-femmes. Alors là, il faudrait quand même mener des actions au niveau de la population pour que la population comprenne nos actes que nous posons en milieu sanitaire. Et comme actuellement, il y a un problème de persistance des normes historiques et un problème de promotion des normes actualisées, c'est-à-dire des pratiques novatrices, si nous n'expliquons pas aux populations ce que nous faisons, et elles ne vont pas comprendre. Donc quand nous allons vers les populations, nous éveillons leur conscience sur les droits, les droits des patients en général, les droits du conjoint, les droits de la femme en travail surtout. Et nous insistons sur certaines pratiques nocives qu'on doit abandonner, mais qui ne sont pas encore très maîtrisées par certains professionnels de santé, même la population. Je vais donner quelques exemples pour qu'on comprenne mieux. Vous savez très bien que quand la femme est en travail, par exemple, ou même si nous prenons une femme déjà qui est enceinte, quand on va en consultation, selon les normes humanistes, l'époux doit rentrer en salle de consultation prénatale et assister sa femme, participer au geste. Normalement, si la sage-femme prend par exemple les BDC, c'est-à-dire les bruits du cœur, on permet à l'époux de déposer aussi ses oreilles et de faire l'écoute. Et ça le rassure, il entend les bruits du cœur de son futur bébé. Si nous prenons la femme en travail, l'époux doit rentrer en salle d'accouchement et jouer certains rôles, notamment le rôle de soutien,
le rôle de suspension, le rôle d'accompagnement, etc. Selon les images que vous avez visualisées tout à l'heure, vous avez constaté ça. Mais si nous ne sensibilisons pas les populations, étant éduquées par rapport aux anciennes normes, mais qui sont nocives pour la santé, spontanément, quand elles viennent, elles-mêmes restent sous la paillote construite par les différents États africains. Parce qu'on pense que l'accompagnant a sa place sous la paillote et que la femme en travail doit être seule ou en solitude en salle de travail, ce qui n'est pas normal. Donc quand nous allons faire cette sensibilisation, cela permet de renforcer les compétences ou la capacité des couples ou des familles qui doivent accompagner leurs parents à l'hôpital ou en salle d'accouchement ou en consultation. Dès lors qu'elles sont là-bas, même si elles rencontrent des professionnels de santé qui ne sont pas formés sur ces nouvelles normes, parce qu'il faut que je le rappelle, dans les curricula de formation en Afrique, ce n'est pas encore tellement pris en compte. Donc à l'école, les gens sont formés sur les anciennes normes et dès que les sages-femmes sont en milieu sanitaire, elles préfèrent appliquer ces anciennes normes qui sont nocives. Donc la population qui comprend ce que nous disons en milieu communautaire, quand elle arrive, l'intérêt qui est dans nos sensibilisations ou dans ces stratégies que nous avons mis en œuvre, c'est d'amener ces populations à exiger le respect de leurs droits en milieu sanitaire. Du coup, le mari qui vient, quand on va lui dire « Ah, reste sous la paillote », il dira « Non, j'ai envie d'assister ma femme en salle de consultation prénatale. Non, j'ai envie d'être aux côtés de ma femme. » Le projet d'accouchement, pourquoi? Parce que comment l'accouchement doit se dérouler, le projet de naissance, on appelle ça habituellement, d'autres l'appellent projet d'accouchement. Tout ça est inscrit et intégré au dossier obstétrical. Du coup, si les gens voudraient accoucher en position libre, on ne va plus les forcer à se coucher dans la position gynécologique qu'on appelle position lithotomique et qui a banni et qui est une violence obstétricale grave. Or, quand vous allez dans nos maternités, vous allez voir les sages-femmes dire « Ah, déshabille-toi, couche-toi sur le dos, attrape tes pieds, soulève le cou, respire bien, pousse. » Ça, c'est infantiliser la femme en travail. Nous devons laisser la femme en travail manager son travail d'accouchement comme elle le veut, mais en présence de son conjoint. Tantôt, elle peut s'accroupir, tantôt, elle peut rester debout, tantôt, elle peut s'accrocher à l'échelle murale, mais tout ça aux côtés de son mari, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe sous le coup des douleurs. Donc, c'est tout ça qui nous amène à nous rapprocher de la communauté et de leur expliquer les nouvelles pratiques. Et si nous le disons ainsi, nous aimons préciser que les gens nous en excusent. Ouais, quand on raconte, quand nous expliquons tout cela, les gens nous disent, mais vous vous trompez, nous sommes en Afrique. Ça se passe en Europe. C'est pas pour les Africains. Or, ce n'est pas ça. Nous sommes allés en stage dans des pays modèles, tels que le Japon, le Maroc. Et nous avons vu comment ça se passe là-bas. Ce qui leur a permis de réduire considérablement les taux de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aussi de couche, et réduire aussi leur mortalité maternelle et leur mortalité infantile, sinon néonatale aussi. Ce qui fait que nous, Air Sapir, nous avons voulu dupliquer ce que nous avons vu ailleurs dans notre pays, mais pas seulement au Bénin, dans les pays que je viens de citer, pour que nous puissions changer de paradigme et qu'on puisse sauver la vie des femmes. Ouais, si je prends l'exemple du Bénin, c'est 1500 femmes qui meurent chaque année. Et ça là depuis 2006, ce qui n'est pas normal. Le droit à la vie est un droit fondamental. Par rapport à notre plaidoyer, nous allons le faire par étapes. Nous allons partir du niveau central jusqu'au niveau périphérique. Par étapes, nous allons nous intéresser déjà au Père de la Nation. Nous disons un grand merci au président Patrice Talon, le président de la République du Bénin, parce que en 2021, une loi a été prise et a été promulguée. Et dans cette loi, la sage-femme est mise au rang des professionnels de santé médicaux. C'était une injustice administrative qui traînait depuis, mais cette injustice a été réparée au niveau de la législation, mais avec l'appui du président de la République, de nos honorables députés, et sans oublier notre ministre de la Santé, le professeur Benjamin Moupati. Ouais, c'est lui qui a porté la version électronique vers le chef de l'État. Et si cette loi a été votée, c'est aussi sa volonté. Si nous laissons la loi, là je n'ai pas encore fait un plaidoyer, j'ai fait un remerciement, je sais pourquoi je le fais. Parce qu'avant de demander quelque chose à quelqu'un ou à plusieurs personnes, il
il faut quand même dire ce qu'on vous a déjà fait et qui ne vous suffit pas. C'est vrai, la sage-femme est reconnue professionnelle médicale, mais mon plaidoyer, c'est que je l'oriente vers les décideurs en général. Que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, au niveau de vous les médias et au niveau des autorités ministérielles, notamment le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique et aussi le ministre des Affaires sociales. Il faudrait que l'erreur administrative qui classe les sages-femmes jusqu'à présent parmi les professionnels de santé paramédicaux, que cette erreur soit corrigée et que ça soit sur nos fiches de paye ou sur les documents officiels du ministère de la Santé, on sache que désormais les sages-femmes sont des professionnels de santé médicaux. Un autre plaidoyer à l'endroit des décideurs, c'est que nous souhaiterions que la démocratie sanitaire soit implantée, soit réellement implantée. Les principes de la démocratie sanitaire pourront nous permettre de réduire tout ce qu'on a comme décès évitables ou les mauvaises pratiques. En dehors de l'implantation de la démocratie sanitaire, nous souhaiterions vivement qu'il y ait une agence qui gère la lutte contre les violences obstétricales. Donc cette agence s'occupera non seulement de la prévention, mais de la gestion des violences en instance. Nous avons commencé la lutte, mais elle n'a pas encore porté telle que nous la souhaitons. Donc il faudrait que cela soit mieux organisé avec l'appui des décideurs. Les associations seules ne peuvent pas faire bouger les choses. Nous avons besoin des décideurs pour institutionnaliser ces normes, actualiser pour qu'on puisse changer de pratique. Toujours par rapport à cela, pour gérer les violences, il faudrait déjà qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et en collaboration avec le ministère de la Santé, qu'on puisse penser à l'actualisation des curricula de formation des soignants en général, des gynécologues, obstétriciens, des sages-femmes en particulier. Si nous prenons l'accouchement sans violence, elle n'est pas enseignée à l'école des sages-femmes en Afrique comme au Bénin. Si nous prenons les soins maternels respectueux, l'enseignement a démarré, mais la pratique des soins maternels respectueux ne se fait pas à l'école. Du coup, la sage-femme qui a été formée, quand elle est sur le terrain, elle met systématiquement les femmes en position gynécologique. Or, nous savons très bien qu'entre griffes, la position gynécologique, on l'appelle une position tueuse. Même si ça ne tue pas sur le champ après l'accouchement, mais il y a des complications, les femmes en meurent après et on ne fait pas le lien entre cette position et les autres complications. Toujours par rapport au plaidoyer, il faudrait que les sages-femmes déjà en fonction soient formées à nouveau. Donc nous parlons de développement professionnel continu, qu'on puisse dans tous les départements du Bénin et même à l'endroit des autres chefs d'État africains, qu'on puisse prendre en compte cette formation telle qu'on prend les SONU, c'est-à-dire les soins obstétrico-néonatales d'urgence, et qu'on puisse faire plusieurs sessions de formation pour que les agents de santé, au lieu d'être toujours paternalistes, puissent muter et être des humanistes, pour que ces agents de santé puissent appliquer les normes et que les femmes puissent accoucher dans les positions libres. Parce qu'on nous dit, par rapport à ces positions, quand ça se passe, c'est rare qu'on trouve des décès. C'est rare que les femmes aient de complications pour mourir. Mais quand nous dépensons, nous mettons beaucoup de sous pour acheter les tables d'accouchement qui sont très chères, alors qu'elles sont inutiles, on se dit, au lieu d'orienter ces sous vers l'achat des tables d'accouchement, c'est mieux d'acheter le matériel nécessaire pour l'humanisation de l'accouchement, tel que la baignoire de dilatation, tel que les ballons prénataux, tels que les échelles murales, la corde Maya de suspension, les différentes chaises d'accouchement en position assise, les tabourets, on ne va pas tout citer ici, mais en gros on dira il faudrait qu'au niveau de chaque maternité, qu'on puisse avoir le matériel, l'équipement ou l'outil nécessaire pour faire l'humanisation des soins. Toujours par rapport à nos plaidoyers à l'endroit des décideurs, quand nous prenons le dossier obstétrical ou la carte maternelle, je continue de dire merci. Tout à l'heure, j'ai remercié le ministre de la Santé à Koko Guinté Gaza. Je reviens sur ça. Grâce à elle, on a pu intégrer des items par rapport aux droits des patients, aux droits de la femme enceinte, aux droits de l'accouchée. On a intégré des items par rapport à la réalisation de la classe des mères. Mais ceux qui vont sur le terrain pour le monitoring,
pour la supervision, pour la vérification ou le contrôle de qualité des actes posés ne s'intéresse pas à ces rubriques. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'affectations, il y a eu beaucoup de mutations. Les agents qui étaient bien formés, qui faisaient ça dans certains centres, ont été mutés ailleurs. Et ceux qui sont venus et qui n'ont pas eu cette formation ont mis de côté ces 4 maternelles. Ce qui n'est pas normal. Il faudrait que le suivi soit rigoureux et qu'on puisse donner les soins de qualité. Toujours par rapport à nos plaidoyers, par rapport aux sages-femmes, que les autres nous excusent parce que c'est notre journée, il a été démontré que quand la sage-femme est respectée, soutenue et bien équipée, bien réglementée, et qu'elle a la liberté d'intervention en association, qu'elle a la liberté d'utiliser la presse, que les résultats sont tangibles et que la réduction des décès maternels néonatales infantiles est très remarquable. Je souhaiterais alors que dans mon pays ou dans les pays africains, les sages-femmes ne soient plus inquiétées quand elles sont en face des journalistes. Vous allez constater que quand des journalistes veulent faire des interviews aux sages-femmes, tellement elles ont peur qu'elles disent non, les autorités vont nous donner des demandes d'explication, les autorités vont nous enquiquiner, nous on ne peut pas parler, nous on ne peut pas faire ci, parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits et devoirs. On ne peut pas être une sage-femme et ne pas faire des émissions. On ne peut pas être sage-femme, ne pas faire des communications, ne pas collaborer avec les journalistes pour avoir des articles de presse, parce que nous ne sommes pas nombreuses et nous ne pourrons même pas, même si on était en effectif, on n'a pas les moyens suffisants pour passer de domicile en domicile pour donner ces explications. Donc le moyen le plus efficient pour faire beaucoup plus d'impact positif, c'est d'utiliser vos actions, vous les médias, c'est de collaborer avec vous pour diffuser ce qui devrait être fait et ce qu'on fait maintenant qui n'est pas bien, afin que chacun puisse changer et qu'on puisse atteindre quand même la vision 2030 de la pratique sage-femme. À l'endroit des médecins, nous voudrions qu'ils comprennent que les sages-femmes sont des professionnels médicaux comme eux et que la sage-femme ne devait pas être discriminée dans son milieu professionnel. Toutes les instances de décision dans lesquelles les médecins agissent et que les sages-femmes n'interviennent pas, ça n'arrange pas la mise en œuvre des différents projets, la mise en œuvre des feuilles de route ou la mise en œuvre des recommandations internationales telles que les recommandations de l'OMS. Pourquoi je le dis ainsi? Quand on se réfère à la littérature, on constate que les sages-femmes agissent à 90% sur les interventions maternelles, néonatales, infantiles. Les médecins ne sont pas nombreux. Ils n'interviennent que quand il y a les complications. Et les complications, c'est au plus 15%. Et encore qu'en Afrique, il y a des délégations de tâches, des délégations de compétences et certaines sages-femmes interviennent même dans les complications. Mais si celles qui sont au front sont écartées dans les instances de décision, les décisions qui seront prises ne seront pas appropriées. Vous ne pouvez pas faire mon bien contre moi, en mon absence. Donc, chaque fois, la Confédération internationale de la sage-femme, ou au niveau de l'OMS, ou même au niveau de l'ONU ou du comité ECOSOC, il est dit que les sages-femmes doivent participer à toutes les grandes instances de décision. Là où il y a un médecin, il doit avoir une sage-femme. Là où il y a plusieurs médecins, même s'il ne peut pas avoir plusieurs sages-femmes, il faudrait que les sages-femmes soient représentées par palier. Les sages-femmes spécialisées, les sages-femmes simples, etc., etc. Et là, quand les médecins posent leurs problèmes, parce qu'eux, en posant leurs problèmes, ils tiennent compte des complications. Ils n'ont que des solutions pour les complications. Or, nous, sages-femmes, nous sommes beaucoup plus attachés à la physiologie. Nous voulons faire la démédicalisation des soins et nous avons les instruments, le matériel, les équipements qu'il faut pour faire ce travail. Mais actuellement, quand on fait l'état des lieux, on n'en a pas. Et les médecins, même la plupart des médecins, ne connaissent pas ces matériels. Quelques rares en connaissent, mais ce n'est pas leur préoccupation. Ils ont leur priorité. Mais si nous autres, on ne fait pas entendre nos voix à travers les médias, à travers les plaidoyers, à travers ces rencontres, quand est-ce qu'on pourrait régler nos problèmes? Alors qu'en 2025, nous devons faire le bilan à mi-parcours de l'atteinte de la vision de la pratique sage-femme. Et en 2030, nous allons faire le point. Est-ce que le Bénin et les autres pays africains seront en train de rêver pour qu'on dise encore une fois que ces pays-là n'ont pas atteint leur objectif tel que ça s'est passé en 2015? Ce ne serait pas responsable de notre part. Alors nous, sages-femmes leaders, reconnus par l'OMS, reconnus par toutes les autres instances,
y compris la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens. Nous sommes la porte-voix de nos collègues qui ont peur de venir à vos micros. Et nous ne devons pas être inquiétés. Donc c'est une obligation professionnelle, une obligation sociale, une obligation juridique pour nous, sages-femmes leaders, de venir prononcer, de venir faire l'état des lieux et de faire ces plaidoyers pour qu'on puisse nous écouter. À la communauté, nous allons dire de collaborer avec les sages-femmes, les individus, familles, communautés, que ce soit les femmes en travail, que ce soit les femmes simples, que ce soit les conjoints ou les familles. Nous ne sommes pas ennemis. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses parmi les sages-femmes. Et il y en a d'ailleurs dans toutes les professions. Il suffit qu'on identifie les dysfonctionnements et qu'ensemble, on voit comment régler ces problèmes pour éliminer ces dysfonctionnements et pouvoir évoluer. Donc, on doit savoir que les sages-femmes sont là et qu'il est reconnu juridiquement et même éthiquement et même sur le plan professionnel que les sages-femmes sont les défenseurs des droits des femmes et des sages-femmes. Donc nous défendons les droits des femmes et de leurs familles, nous défendons nos propres droits. Donc nous et les femmes et les familles, nous sommes partenaires pour la vie. Sans les familles, nous n'existons pas, notre métier n'a pas de sens, mais sans nous, eux-mêmes n'auront pas de bien-être. Donc nous sommes obligés de faire un développement professionnel continu, de renforcer les capacités, de collaborer avec les IFC pour qu'ils nous soutiennent. Parce qu'à des moments donnés, ils sont quand même importants pour nous. Quand nous prenons les périodes électorales, ceux qui ont envie de postuler à des postes vont vers ces communautés. Mais si ces communautés ont été sensibilisées, au lieu de demander des sacs de riz et des t-shirts, ils vont demander ce qui est important par rapport à l'amélioration du système de santé africain ou du système de santé béninois. Donc c'est pour ça que nous disons que nous faisons aussi le plaidoyer à l'endroit de la communauté pour que la communauté puisse comprendre les problèmes, les actions, les besoins, les difficultés, les perspectives des sages-femmes afin de nous accompagner par rapport à ce qu'ils peuvent régler. Avec leur soutien, nous irons très loin et nous pourrons arranger beaucoup de choses. Par rapport aux autres professionnels de la santé ou aux autres professionnels de santé, ils doivent aussi nous accompagner. Chacun a sa valeur. Chacun a son importance dans le système de santé. Mais quand nous laissons la sage-femme de côté, nous ne pourrions pas faire grand chose. On pense le faire, mais on ne le fera pas de la manière où la sage-femme peut le faire. Par exemple, quand nous déposons une sage-femme pour faire un accouchement humanisé, et nous déposons un médecin, et nous déposons un infirmier, ça ne se fera pas de la même manière. Par exemple, il revient à la sage-femme de s'occuper des accouchements. Il revient à l'infirmier de donner les soins infirmiers et les soins. Si l'infirmier, par exemple, ou l'infirmière est en permanence ou à la garde, en milieu obstétrical, en salle de naissance, elle a des rôles bien déterminés. Elle doit donner des soins obstétricaux humanisés, accompagner la sage-femme à atteindre ses objectifs. Le médecin ou le gynécologue n'a pas cette patience de rester avec la femme du début jusqu'à la fin. Il vient intervenir pour les complications. Donc, nous devons tous mettre les doigts, et comme on le dit, à la jarre trouée. La jarre trouée, ce n'est pas pour les politiciens seulement, c'est pour tout le monde. Donc, en milieu professionnel, la santé des femmes, l'amélioration de la qualité des soins, c'est comme la jarre trouée. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse marquer de bons pas.